Bien, bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce nouvel amphithéâtre. Nous poursuivons notre exploration du Collège de France, d'amphithéâtre en amphithéâtre. Je reprends donc le fil de nos analyses pour arriver à la certitude subjective des modernes. Disais-je la semaine dernière, il faut poser une condition philosophique qui constitue la prémisse de l'ensemble des thèses que nous avons esquissées au titre de l'imputabilité, autrement dit, je vous le rappelle, de la capacité d'auto-attribution de certains prédicats par un sujet en première personne. Les conditions donc de la certitude subjective des modernes restent les suivantes. Il faut que soit philosophiquement admis, justifiable et justifié, non seulement que je suis moi-même l'agent de mes actes, mais aussi, et très littéralement, il faut que j'aie l'intuition d'être moi-même le sujet de mes actes. Ces deux thèses étaient bien connues au Moyen-Âge, comme je vous le disais la semaine dernière. Au Moyen-Âge, plus exactement, plus précisément, à l'âge des universités, c'est-à-dire au XIIIe et XIVe siècle, à partir du XIIIe et XIVe siècle. Je rappelle que l'université de Paris est en acte, si je puis dire, à partir de 1200. Nous trouvons ces deux conditions réunies et articulées dans la question 76 du livre 2 du commentaire des sentences d'un auteur dont il a été question la semaine dernière, mais aussi hier lors de la journée d'études, Pierre de Jean Ollieux, plus connu, ou également connu, mais plus connu effectivement, sous le nom d'Olivi. La question traitée, dit-il, dans cette question 76, la question traitée, dit-il, que beaucoup posent avec peine et que quelques-uns traitent de manière erronée, donc c'est une question difficile à poser, et elle fait l'objet, de la part de certains, d'une réponse erronée. Nous verrons qui sont ces certains. Cette question, donc, que beaucoup posent avec peine et quelques-uns traitent de manière erronée, est une question cruciale, centrale, disons, de la psychologie et de l'anthropologie de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. Retenez le lien entre psychologie et anthropologie, c'est ce qui nous permettra de revenir dans quelques temps à Michel Foucault, que nous avons un peu délaissé ces dernières semaines. Une question centrale donc de la psychologie et de l'anthropologie de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. Quelle est cette question ? L'âme se connaît-elle directement par sa propre essence ou indirectement par l'entremise, l'intermédiaire, le truchement d'une species, comme on dit en latin, c'est-à-dire d'une forme. Donc, directement ou indirectement, par sa propre essence ou par l'arrivée d'une certaine forme qu'on ne qualifie pas encore, mais dont on peut imaginer qu'elle sera soit sensible, soit intelligible.
la thèse de Livy est que l'âme se connaît ou peut se connaître elle-même de deux façons, selon deux modes, comme il le dit. Ou plutôt, sa thèse, très littéralement, est que je peux, par mon âme, connaître mon âme de deux façons. Donc, ce qu'il faut noter, c'est l'intervention du « je » dans ce dispositif. Alors, de deux façons, selon deux modes. Le premier mode est intuitif et le second mode se fait par raisonnement ou par inférence. Raisonnement ou inférence, n'est-ce pas, les deux termes étant synonymes, évidemment. Donc, intuition ou raisonnement inférentiel. Alors, le premier mode, le mode de connaissance dit intuitif ou de connaissance intuitive, ce premier mode correspond exactement à l'analyse nietzschéenne de la volonté de puissance, le texte que nous avons examiné ces derniers temps, et il correspond très précisément à la séparation que fait Nietzsche, enfin plus exactement, qu'il fait pour nous faire comprendre en quoi la tradition qui a voulu imposer quelque chose comme un sujet en philosophie erre, se trompe. C'est l'origine de l'erreur philosophique que dénonce Nietzsche. Eh bien, cette erreur philosophique, elle repose sur une séparation, une distinction entre Sein et Werden, vous vous souvenez de cela, j'espère, être et devenir. Donc, si je reviens à Olivier, je soutiens que cet auteur franciscain de la fin du XIIIe siècle soutient deux thèses, les deux thèses que vise Nietzsche quand il fait la critique de la notion moderne de sujet. Donc, Olivier soutient deux thèses visées à distance par Nietzsche. Alors voilà les deux thèses d'Olivier. La séquence habituelle dans cet enseignement me demande mon mot de passe que je donne. Voici. Première thèse de Livy, j'ai une intuition de moi-même comme substance. Premier point. Avoir une intuition de soi-même comme substance, c'est-à-dire à la fois, c'est extraordinaire comme mise en place. Avoir l'intuition de soi-même comme substance, c'est avoir l'intuition de soi-même comme sujet et comme principe. Vous voyez que c'est une définition de la substance qui est tout sauf banale. J'ai une intuition de moi-même comme substance, c'est-à-dire à la fois comme subjectum et principium, sujet et principe. Cette intuition, elle m'est donnée par deux traductions possibles pour un seul terme latin, sensus, que vous pouvez traduire effectivement soit par sensation, soit par sentiment, comme on l'avait dit la semaine dernière. Donc, une intuition qui m'est donnée, procurée par une sensation ou un sentiment experimentalis et quasi tactualis. Expérimental, expérientiel, et pour ainsi dire tactile. Donc un sentiment de soi, pour ainsi dire tactile, comme si il y avait une sorte de touche par laquelle je pouvais m'intuitionner, un sens du toucher, me donnant moi-même, à moi-même, l'intuition de moi-même comme sujet permanent, en deçà de et par-delà la succession de mes autres affects. Donc,
première thèse, j'ai une intuition de moi-même comme substance, c'est-à-dire à la fois comme sujet et comme principe, laquelle m'est donnée par un sentiment expérimental et quasi tactile de moi-même comme sujet permanent. Deuxième thèse de Pierre de Jean Ollieux, la connaissance expérimentale que l'âme a d'elle-même, ou plutôt que j'ai de mon âme, comme on va... excusez-moi, cette première intuition, je saute une étape, je suis pressé aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Cette intuition dont je vous parlais, cette intuition est complétée par une autre intuition. Donc l'intuition que j'ai de moi-même comme sujet permanent, elle est complétée par une autre intuition qui est effectuée dans et par le même sens ou sentiment interne. C'est celle de mes actes comme autant d'attributs. C'est l'intuition de moi-même comme sujet, j'ai l'intuition de mes actes comme autant d'attributs distincts de cette substance et qui dépendent de cette substance puisqu'ils doivent à cette substance de subsister, c'est-à-dire d'être, sur un mode de relative permanence. En fait, il dure puis passe, alors que le sujet, évidemment, ne passe pas. Donc, ils doivent à ce sujet de subsister, d'exister en ce sujet, d'exister en cette substance, sur un mode qui n'est donc pas celui de l'être permanent, mais du devenir. Et au fond, on pourrait imaginer toute une variété d'états mentaux allant de la sensation instantanée, disons, à une perception plus durable. Mais dans tous les cas, ces actes mentaux, ces états mentaux devraient, à la première, qui me sont donnés sur un mode prédicatif ou attributif dans une seconde intuition, dépendent de cela que je me perçois moi-même comme sujet auparavant et avant toute chose. Donc c'est les deux thèses de Livy qui correspondent aux deux illusions dénoncées par Nietzsche dans ce qu'il appelle la superstition du logicien et la routine grammaticale. Vous me rappelez cela. Alors, deux points supplémentaires auxquels je voulais venir trop vite il y a quelques instants, c'est que la distinction entre les deux modes de connaissance intuitive et inférentielle, cette distinction rejoint en outre la distinction de la quodité et de la quiddité, deux termes que nous avons vus chez Heidegger. La quiddité, c'était la Washeit, ce que c'est qu'une chose, et la quodité désignait le fait d'être, l'existence. Le fait d'être et ce qu'une chose est sont distingués. Donc on avait vu les termes allemands de Washeit et la quodité c'était Dasheit, le que. Bon, il n'y a pas de terme pour cela. En français, bon, sinon quodité qui n'est peut-être pas très clair, mais vous voyez ce dont il s'agit. Donc la connaissance expérimentale que l'âme a d'elle-même, ou plutôt que j'ai de mon âme grâce à mon âme, porte sur son quodest, sur le fait qu'elle est, c'est-à-dire aussi qu'elle est sujet et principe. Tandis que la connaissance inférentielle ou par raisonnement porte sur le quid est, le ce que c'est que d'être, sur la quiddité donc de l'âme, sur ce qu'elle est. Et la caractéristique principale de l'âme
d'un point de vue scientifique, disons, lorsqu'on se penche lorsqu'on veut connaître l'essence de l'âme, ce que c'est qu'une âme, la première dont tout dépend, la première caractéristique, ce sera l'incorporalité. C'est le fait d'être incorporel. L'âme n'est pas un corps. Point. Enfin, point de suspension, parce que beaucoup de choses découlent de cela. Mais cela, on ne peut l'établir que par raisonnement, la non-corporalité de l'âme. Alors que par l'expérience directe, l'âme peut saisir le fait même de son existence. Si nous repensons maintenant à ce qui vient d'être dit, à savoir les deux thèses d'Olivi plus ce que je viens d'indiquer sur quodité et quidité, vous voyez qu'Olivi, ce franciscain de la fin du XIIIe siècle, nous fournit deux complexes théoriques, deux ensembles de thèses qui nous renvoient à certains des éléments mis en place durant ce cours avec Nietzsche et Heidegger. Un modèle intuitif de l'autoconnaissance de l'âme, dans lequel celle-ci se connaît comme substance et connaît ses actes comme attributs. Voilà pour Nietzsche. Une distinction entre ce mode de connaissance intuitive et un mode de connaissance inférentielle, impliquant la distinction entre le quod est et le quid est, le fait d'être et l'essence, mais ouvrant en même temps sur ce que Heidegger appelait la Wahrheit, la quicité, vous vous rappelez ce terme forgé en français par Jean-François Courtine, traduisant le terme allemand de Wahrheit, qui est aussi une sorte de apax en allemand, ça n'est pas... et chez Heidegger. Donc la quicité, dans la mesure où les analyses d'Olivi, de Pierre de Jean Olieu, font aussi intervenir le je. Donc c'est très important. L'autoconnaissance de l'âme implique, fait intervenir le je dans son dispositif. Alors, qu'est-ce qui a bien pu sonner ? Je dis qu'elle fait intervenir le je, dans la mesure où Olivi pose en toutes lettres que le mode de connaissance dit expérimental est le fait du je, qui sait que son âme existe et qu'elle est principe et sujet des actes psychiques. Quels actes psychiques ? Par exemple, l'amour et la connaissance, notitia et amor, les deux actes fondamentaux, les deux actes psychiques fondamentaux que nous avions évoqués lors des deux premières séances sur les pas d'Augustin. Le mode de connaissance expérimentale est le fait du je. Vous avez cela dans cette phrase latine, per primum modum, autrement dit le mode de connaissance intuitif, scio de mea, je sais de mon, sous-entendu scilicet âme, je sais de mon âme, quod est qu'elle est, et quod est et qu'elle est, principium et subjectum, principe et sujet, praedictorum actum, des actes dont nous venons de parler, à savoir, en l'occurrence lui aussi, de l'amour et de la connaissance. Donc, par ce premier mode intuitif, je sais concernant mon âme, de mea anima, quod est et quod est principium et subjectum actum praedictorum. Scio de mea quod est. C'est moi qui sais. Scio. Qu'est-ce à dire ? Je sais de mon âme que... Cette formule est troublante parce que, bon, de deux choses une, ou l'âme se connaît elle-même, ou je me connais moi-même, mais là, je sais de mon âme que, etc., etc., et je le sais
disant que je le sais, d'une certaine façon, j'énonce ce que j'appelais, moi, tout à l'heure, l'autoconnaissance de l'âme. Donc il faut clarifier ce point. Scio de mea anima quod est et quod est principium et subjectum praedictorum actum. Il faut clarifier ce point. Est-ce qu'Olivier le clarifie? Oui. Dans un texte intitulé De Potentis Animae, sur les puissances de l'âme, puissance, ça pourrait être traduit aussi par faculté, bien sûr, mais aussi par powers, les pouvoirs de l'âme, powers en anglais. Hein, je donne cette traduction anglaise parce que nous aurons l'occasion d'examiner, enfin de considérer un certain nombre de thèses de philosophes écossais ou anglais faisant intervenir cette notion des powers, des pouvoirs de l'homme, qui sont en même temps des pouvoirs de son âme. Olivier, donc, nous donne une clarification décisive, je pense, de ce que peut bien signifier l'expression scio de mea anima quod est et quod est principium et subjectum actuum praedictorum. Alors voilà, on va déjà poser la thèse. Il y a nécessairement une puissance, donc une faculté, si vous voulez, un pouvoir, ayant le pouvoir de dire je. Une puissance ayant le pouvoir de dire je, qui est à la fois celle, alors, elle est remarquable cette puissance, puisqu'elle effectue les actes de pensée et de vie mentale qu'on appelle intentionnels, et les actes linguistiques qui sont de forme propositionnelle, donc qui passent par des énoncés ayant une forme propositionnelle, par lesquels chacun d'entre nous s'auto-attribue, chaque je s'auto-attribue les actes de pensée et de vie qu'il accomplit. Donc, la puissance par laquelle chacun d'entre nous s'auto-attribue les actes de pensée et de vie qu'il accomplit, cette puissance a la caractéristique remarquable de pouvoir dire je, d'être ce par quoi je dis je, et d'être aussi la puissance, faculté ou le pouvoir qui effectue les actes de pensée et les actes de langage. Alors, nous allons voir le texte du De Potentis Animae, dans lequel ce que je viens de vous dire est dit en latin. Et nous y reviendrons dans quelques instants, ligne par ligne, en reconstruisant, ou plus exactement en explicitant le raisonnement, l'argument. Item, de plus, nos vere dicimus, c'est en toute vérité que nous disons ego video intelligo et volo. Vous savez qu'en latin, le ego n'est pas nécessaire. On pourrait dire video intelligo et volo. Je vois, je pense, je veux. Mais le fait d'introduire le pronom, ego, doit nous inciter à traduire d'une façon un peu plus soutenue, c'est moi qui vois, pense et veux. Voilà ce que nous disons en toute vérité. Nous ne nous trompons pas quand nous disons ego video intelligo et volo.
Sed illud perquod hoc intra nos dicimus et videmus est una potentia. Mais cela, illud, perquod, grâce à quoi? C'est neutre, pas très beau français, mais nos dicimus, dicimus et videmus, ce par quoi donc nous disons cela, hoc, intra nos, à l'intime de nous-mêmes, en nous-mêmes. Donc nous avons bien raison de dire je veux, je pense, je vois, mais ce grâce à quoi nous disons cela en nous-mêmes, est una potentia, est une puissance unique, est une seule et même puissance, una potentia. Pourquoi? Parce que, quia, oportet quod predicatum et subjectum et tota propositio qua dicimus ego idem video et volo, parce qu'il est nécessaire que le prédicat, mais aussi le sujet et la proposition tout entière par laquelle nous disons « moi, le même moi, ego idem, moi-même hein, », c'est moi-même, video et volo, qui voit et qui veut, eh bien, il est nécessaire que ce prédicat, ce sujet et cette proposition complète soient formetur, constitués, formés, produites, et apprehendatur, et perçus, appréhendés, saisis, a beadem potentia, par la même puissance. Ergo, eadem est potentia, quae dicit. C'est donc, ergo, eadem potentia, la même puissance, quae dicit, qui dit, ego video, moi je vois, que celle qui dit, moi je veux ou je pense. Donc, vous voyez que, alors vous allez me dire, bah oui, bon, oui, c'est très important parce que video, c'est une activité sensitive, hein, alors que volo et intelligo, on peut supposer qu'il s'agit d'une activité plutôt intellectuelle ou intelligible. Sed hoc non potest esse ut videtur nisi una et eadem potentia sit principium historum actuum. Mais bon, cette puissance dont nous venons de dire tout ce qu'elle fait, elle ne peut le faire évidemment que si elle est la même puissance, une et la même, hein, à être le principe principium de tous ces actes. Et deuxième condition, là c'est vraiment très remarquable, il faut qu'elle soit omnino, absolument, idem, la même, que ipsum suppositum, que le sujet, le suppo, quod dicitur ego. Alors c'est magnifique aussi ça, quod dicitur ego. Dicitur, hein, et non pas dicit. Qui est dit, mais vous allez voir qu'il y a une ambiguïté en latin. Donc nous avons vu ce texte latin, maintenant reprenons le texte en détail. Nous disons vrai en disant je vois, j'intellige et je veux. Ce par quoi nous le disons et le voyons en nous-mêmes est une seule et unique puissance. En effet, point 2.1, il faut que le prédicat, alors par exemple, vois, intellige, veux, le sujet, je vois, j'intellige, je veux, je vais l'appeler je 1, je 2, je 3, hein, et la proposition tout entière par laquelle nous disons c'est moi, le même je, majuscule, qui voit et qui veut, eh bien il faut que tout cela, le prédicat, le sujet et la proposition, soient formés et appréhendés par la même puissance. Point 2.2, c'est donc la même puissance qui dit je vois que celle qui dit je veux ou j'intellige. Point 3,
Mais cela n'est possible qu'à deux conditions. Premièrement, si c'est une seule et même puissance qui est le principe de ces actes, vision, volition, intellection. Et deuxième condition, cela n'est possible que si cette puissance est absolument identique au suppôt même qui dit « je ». Bon, là, on a une analyse conceptuelle précise, fouillée. Il est difficile d'être plus clair, je pense. Il faut une même puissance pour tous nos actes mentaux. Je vois et je veux quelque chose. Enfin, une bouteille d'eau et je veux une bouteille d'eau. Je vois et je veux quelque chose. Nous ne sommes pas deux, là, à voir et à vouloir. Un qui verrait et l'autre qui voudrait. Nous ne sommes pas davantage trois, si je me piquais en plus de penser. Et je ne me multiplierais pas davantage si d'aventure je voulais penser ou si je pensais vouloir. On exprime en général cela en rapprochant l'intuition fondamentale « moi égale moi » du principe d'identité A égale, enfin d'une formulation du principe d'identité A égale A. Ça s'est beaucoup fait dans la philosophie idéaliste allemande, à partir de Fichte notamment, mais on pourrait aussi bien dire, pour dire « je suis moi », du point de vue qui nous intéresse ici, une fois un, 1. 1 multiplié par 1 égale 1. Autrement dit, ce qui empêche la duplication du sujet en sujet sensible et sentant, si vous voulez, et sujet pensant, celui qui voit et celui qui pense, puis sa multiplication indéfinie, sujet sensible, sujet pensant, sujet voulant, sujet désirant, sujet souffrant, et ainsi de suite. Ce qui empêche cette duplication puis cette multiplication indéfinie, c'est ce qui, précisément, se porte garant pour Pierre de Jean Aulieu, pour Olivier, de la simplicité absolue de l'âme. L'identité de la puissance opérative et du suppôt qui, alors, dit je, qui est dit je, qui se dit je, que l'on dit je, que l'on appelle je, qui est appelé je, qui dit je, qui se dit je. L'un et l'autre se dit et se disent, n'est-ce pas ? C'est la polysémie du dicitur. Quand on dit le veau se mange froid, bon, ça veut dire qu'il est mangé froid, ça ne veut éventuellement, ça ne veut pas dire qu'il est les auton timoumenos qui se mangent tout seul. Ici, en revanche, il y a une riche polysémie qui est intéressante et qui caractérise les états psychiques par rapport aux choses matérielles, c'est que ce qui est dit égaux, ce qui se dit égaux, se dit effectivement égaux pour lui-même. C'est le cas fondamental, fondateur, qui porte le tout. Donc on a ici una aeternam potentia est principium historum actuum. C'est une seule et même puissance qui est le principe de tous ces actes. Et idem est omnino, et c'est exactement la même chose à tout point de vue que le sujet même, suppositum, quod dicitur, qui est dit, se dit, dit, ego, je. Donc, je vous ai indiqué là sur cette fiche le point que j'ai soulevé il y a quelques instants. Conséquence. L'identité de la puissance opérative, qui est ce qui voit,
ce qui fait que je vois, qui est ce qui fait que je pense, qui est ce qui fait que j'entends, qui est ce qui fait que je désire, etc. L'identité de cette puissance opérative et du suppositum qui, alors, je l'ai mis entre parenthèses, dit et se dit je, bloque toute distinction entre le je, le moi, et le sujet agent des actes qui me sont attribués ou qui me sont imputables. Ce qui dit je, c'est ce qui est je, et c'est ce qui fait ce que je fais. Et cela qui fait ce que je fais, eh bien, c'est moi et personne d'autre. Rien ni personne d'autre. Donc, on peut dire que je ne suis pas attaché à ce qui opère et je ne suis pas non plus logé, situé, placé dans ce qui opère. Je suis ce qui opère. Donc cette thèse est la thèse de Lieu, et elle est très intéressante, je la formule de cette façon, mais on pourrait remonter au texte latin, vous verriez que je n'extrapole rien. Cette thèse de Lieu est intéressante puisqu'elle peut intervenir très directement dans certains débats contemporains. Je prendrai comme exemple un texte de Roderick Chisholm, grand philosophe contemporain, né en 1916 et qui est mort en 1999, qui est l'auteur d'un très grand nombre d'ouvrages, dont un très intéressant s'intitule Person and Object, la personne et l'objet. Et Chisholm propose 4 scénarios absurdes qu'il discute, fondés sur, tirés de la distinction, si on fait cette distinction, la distinction entre ce qui pense et moi. Si vous faites une distinction philosophiquement entre ce qui pense et vous-même, vous vous exposez à 4 absurdités selon Chisholm. Alors, cela qui pense, ce peut être une substance individuelle, à quoi vous vous ajoutez d'une certaine manière. Ça peut être la fameuse chose pensante, la res cogitans, qu'il faut bien faire cohabiter. Vous savez que les cohabitations sont souvent difficiles, n'est-ce pas? Mais il faut la faire cohabiter avec le je, l'ego. Si la res cogitans n'est précisément pas le je. Alors on a, si l'on fait une différence entre ce qui pense et moi, on a 4 scénarios qui sont aussi absurdes les uns que les autres. Alors du même coup, vous avez la graphie de Chisholm, encore appelée en France Chisolm, mais je tiens de son élève, qui était mon collègue à Genève, Kevin Mulligan, qu'on dit Chisholm. Alors bon, moi je suis du verbe suivre. Roderick Chisholm, 4 absurdités. Donc poser qu'il y a une différence entre ce qui pense et moi, on a 4 scénarios absurdes. C'est une combinatoire. Bon, ça c'est le cas, évidemment, qui à la fois résout tout et... Bon, il est philosophiquement probablement le moins intéressant. Je ne sais pas si statistiquement il est le moins répandu, mais aucun des deux ne pense. Bon, c'est une première possibilité logique. Alors, deuxième possibilité, je pense, et la substance pensante ne pense pas.
elle est appelée pensante par dénomination extrinsèque parce qu'elle contient le je qui seul pense. Alors cette substance pensante, ça pourrait être le corps, hein, qui contient je et qui serait dit pensé par dénomination extrinsèque à partir de l'activité de cela seul qui pense, à savoir le je. Vous voyez, donc c'est une combinatoire, donc aucun des deux ne pense. Je pense, et la chose pensante, eh bien, ne pense pas elle-même, elle est appelée pensante par dénomination extrinsèque parce qu'elle contient le je qui seul pense. Troisième possibilité, la substance pensante, la chose pensante, pense et je ne pense pas. C'est la thèse dite de Lichtenberg qu'on avait évoquée aussi pour sa formulation seulement, avec Schelling, vous vous rappelez, es denkt in mir, ça pense en moi. Donc la substance pensante pense et je ne pense pas. Et enfin, quatrième possibilité, la substance pensante pense et je pense. Alors le point 3. Est intéressant, le ça pense en moi, c'est très intéressant. Et Chisholm pose cela. Je pense que ça pourrait intéresser des psychiatres, ça, parce que effectivement, il y a. Enfin, mais là, je m'avance, je n'y connais strictement rien. Mais quand même, dans la description de la psychose, certaines formes de psychose, voyons. Deux versions de ça pense en moi. De manière purement logique. Hein. Ce n'est pas moi qui pense, c'est une autre chose qui pense en moi et qui cause ce que je prends à tort pour ma pensée. Ben, on a tous lu le texte de Freud sur le président Schreiber, n'est-ce pas? Bon. Mais voilà, alors c'est autre chose pense en moi, hein, et cause ce que je prends pour ma pensée. Mais plus intéressant encore, quand même, alors c'est là que je soumets, s'il y a un psychiatre dans la salle, ce n'est pas moi qui pense, c'est une autre chose qui pense en moi et cause ce qu'elle prend à tort pour ma pensée. C'est deux possibilités logiques, vous voyez, et bon, alors évidemment, c'est présenté comme des absurdités, ça. Hein, le ça pense en moi n'est pas la thèse que soutient évidemment Chisholm. Bon, mais revenons au point 2. Je pense, et la substance pensante ne pense pas, elle est appelée pensante par dénomination extrinsèque parce qu'elle contient le je qui seul pense. Chisholm rejette cette thèse en disant c'est absurde et il lui oppose ce qu'on peut appeler l'argument de l'ascenseur. Si on admet une théorie de ce genre, alors on va appeler pensante la substance qui contient le moi, qui pense, appeler pensante la substance qui contient le moi qui pense. C'est aussi absurde que d'appeler pensant un ascenseur parce qu'il contient un penseur, n'est-ce pas, qui va au premier ou qui descend au rez-de-chaussée. Donc ça, c'est le célèbre argument de l'ascenseur. Et pour le point 4, Chisholm oppose l'argument du dîner. Et si je veux mon dîner, est-ce que nous sommes deux à vouloir mon dîner? Ou bien est-ce que la substance pensante veut son propre dîner et moi le mien? Bon, bref, vous voyez l'intérêt qu'il y a à ne pas distinguer effectivement ceux-là qui pensent et moi qui pense. Autrement dit, quand je dis je pense par mon âme,
hier, lors d'une journée d'études, on évoquait à propos du langage, l'utilisateur du langage, et puis ceux-là qui l'utilisent à titre d'instrument principal, les mots. Bon, eh bien, ici, est-ce qu'on peut vraiment distinguer le je et l'âme qui pense? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais de mon âme quel est le principe de mes actes et de mes états mentaux, ou bien je sais de mon âme que je suis par elle le principe de mes actes et de mes états mentaux, ou bien je sais de mon âme que je suis par elle le principe de ses actes et de ses états mentaux. Enfin, vous voyez, on risque très vite de se retrouver dans l'ascenseur de Chisholm, et donc il va falloir avancer sur ce point, hein, la relation entre le je et l'âme. La thèse platonicienne, qui évidemment résout tout, consiste à dire je suis mon âme. Et évidemment, dès le moment que vous acceptez des formules comme j'ai une âme, vous êtes en difficulté. Vous êtes susceptible d'être mis en difficulté. Alors, j'ai une âme, je suis mon corps. J'ai un corps, je suis mon âme. Si les deux sont unis, on va unir un être et un avoir, mais on pourrait aussi dire j'ai une âme, j'ai un corps, je suis mon âme, je suis mon corps. Bon, vous voyez, toutes ces combinaisons logiques, a priori, nous conduisent à des positions philosophiques qui, rassurez-vous, ont été défendues, puisque je crois que s'il existe une possibilité de pensée, eh bien, elle est en général remplie, enfin, elle est à coup sûr, elle a été, est ou sera remplie dans l'histoire. Bon, ça, c'est ma thèse. Mais... Alors, le cas 1, personne ne pense n'ayant pas d'intérêt, voyons ce que Olivier a à nous dire pour nous tirer d'embarras, hein, par rapport à cette formule « je pense par mon âme ». Alors, après la question 76 du livre 2 du commentaire des sentences et la question du De Potentis Anime, qui était la question 44, un troisième texte de Livy mérite qu'on s'y arrête quelques instants. Il s'agit d'un texte rédigé à la fin de l'année 1282, L'impugnatio quorundam articulorum Arnaldi Gagliardi, l'attaque contre la réfutation, disons, de certains articles d'Arnaud Gaillard. Arnaud Gaillard. Dans ce texte de 1282, donc, Olivier répond aux attaques qu'un jeune confrère, Arnaud Gaillard, avait portées contre lui dans le cadre d'une enquête sur les opinions suspectes, comme on dit à l'époque, défendues par un certain nombre de frères franciscains dans la province de Provence, enquête qui avait été demandée par le chapitre général des franciscains réunis à Strasbourg à la Pentecôte 1282. Donc Olivier est sous le coup d'une enquête au sein de son ordre et celui qui, au fond, se charge du sale boulot, disons, c'est Arnaud Gaillard, enfin du sale boulot, enfin du boulot, c'est Arnaud Gaillard. Donc, comme l'a bien montré l'éditeur du texte dont nous parlons maintenant, monsieur, donc cette Impugnatio quorundam articulorum, monsieur Sylvain Piron, P-I-R-O-N. Alors, ce texte contient une thèse fondamentale pour l'archéologie du sujet agent de la pensée. Cette thèse est la suivante. Il y a une certitude grâce à laquelle nous sommes certains du sujet de tout acte de connaissance. Certitudo qua sumus certi de supposito omnis actus scientialis. Il y a une certitude, quoi, par laquelle, sumus certi, nous sommes certains, des supposito, du sujet, du suppo, omnis actus scientialis, de tout acte cognitif.
Ceci se trouve donc dans l'Impugnatio Quorundam Articulorum Arnaldi Gagliardi, la réfutation de certains articles de Arnaud Gaillard. Et cette certitude subjective, qui est plus exactement la certitude qui nous rend certains quant à l'identité du sujet de chacun de nos actes, eh bien, cette certitude du suppo, certitudo de supposito de l'acte de connaissance, est, je pense, tout bêtement, ce que l'on appelle aujourd'hui KK thesis à partir depuis Jaakko Intika, le célèbre philosophe et linguiste et théoricien de la connaissance, et enfin bon, il est à peu près tout, Intika. Donc KK thesis, c'est quelque chose qu'il a exposé dans Knowledge and Belief, la connaissance et la croyance. Et vous avez cette KK thesis sous la forme notation logique, hein. Si KAP, alors KAKAP, qu'on va mieux comprendre ici. Si A, alors c'est donc dans Knowledge and Belief, 1962, page 109, si A, un individu, sait que, knows, donc c'est pour ça que la thèse porte un K, n'est-ce pas? K pour knowledge, to know. If A knows that P, then A knows that A knows that P. Si A sait que P, alors il s'ensuit que A sait que A sait que P. Ça, c'est la KK thesis. Alors, cette KK thesis, c'est ce que soutient, je pense, en termes exprès, Olivi, lorsqu'il dit nullus est certus scientialiter de aliquo, nisi sciat se scire illud, hoc est nisi sciat quod ipse est ille quod hoc scit. Personne ne peut être certain de quelque chose scientialitaire, de science certaine, hein, de certitude scientifique ou savante. Il s'agit d'un sens fort de la certitude. C'est la certitude de science, pas d'opinion, pas d'impression, pas de... Bon, scientialitaire. Personne ne peut être certain de quelque chose de science certaine sans savoir qu'il le sait. Nisi sciat se scire illud. Hoc est, qu'est-ce que ça veut dire savoir que je sais? K-A-K-A-P. Ça veut dire sans savoir qu'il est lui-même celui qui le sait. Hoc est nisi sciat quod ipse est ille quod hoc scit. Qu'il est lui-même, ipse est, il est celui-là qui hoc sait cela. Alors, vous voyez que j'ai mis entre parenthèses une glose, que c'est bien lui et personne d'autre, nul autre, qui le sait à sa place. Cette certitude sur l'identité, ex certitudo de supposito, continue le texte, currit universalitaire, court, traverse, se rencontre, universalitaire, universellement, in omni apprehentione actuum nostrorum, en toute perception de nos actes. Donc, à chaque fois que vous percevez l'un de vos actes, que se passe-t-il? Eh bien, vous savez de science certaine que vous êtes celui qui le sait. Vous savez que vous savez ce que vous savez et que c'est bien vous qui savez ce que vous savez et pas quelqu'un d'autre. Donc, pas d'ascenseur, pas de schisme. Et cela vaut pour toute espèce d'appréhension ou de perception. Nunquam apprehendo actus meos, poursuit Olivi, jamais je n'appréhende en effet, nunquam en effet enim
apprehendo, je n'appréhende, actus meos, mes actes, actus qui licet videndi et loquendi, etc. Par exemple, l'acte de voir ou l'acte de parler, et ainsi de suite, si ce n'est nisi per hoc, si ce n'est en cela et par cela, quod apprehendo, que j'appréhende, que je saisis, que je perçois, me videre, audire, cogitare, et sic dealiis, que je vois, que j'entends, que je pense, etc. Un dernier pas donc en direction de Nietzsche, la fin du paragraphe 11 de l'article 19 de l'Impugnatio de Pierre de Jean Aulieu. Alors nous avons le texte latin, je vais passer tout de suite au français, car le temps avance. Quand nous appréhendons certains de nos actes par une sensation interne, interno sensu, deuxième ligne du texte latin, nous distinguons de manière quasi expérimentale entre la substance dont ils tirent leur subsistance et en laquelle ils existent et les sensations elles-mêmes. D'où résulte aussi que nous percevons de manière sensible qu'ils subsistent, demeurent en vertu d'elles et dépendent d'elles, et non pas elles en vertu d'eux, et qu'elle est elle et elle seule quelque chose de stable, subsistant, demeurant en soi-même, tandis que ces actes sont dans un devenir continu. Voilà en quelque sorte ce qui reprend tout ce qu'on a dit ce matin. Cette théorie de l'appréhension de nous-mêmes et de nos actes, qui, donc en termes nietzschéens, et très explicitement, suppose, place en position de sujet, substrat ou suppo un être au devenir, qui suppose, place en position de sujet, de substrat, un permanent à l'événement, qui zum Geschehen ein Sein supponiert, disait Nietzsche, eh bien, je donne à cette théorie de l'appréhension de nous-mêmes et de nos actes qui suppose un être au devenir, je lui donne le nom de théorie attributiviste et je nomme modèle attributiviste le modèle qui articule cette théorie. Je m'expliquerai sur la graphie de attributivisme, puisque, comme je le disais la semaine dernière, j'ajoute une petite étoile. Mais dans l'immédiat, je vous demande simplement de noter qu'il y a un principe général au Moyen-Âge que j'appelle principe général de l'attributivisme, PGA, principe général de l'attributivisme, que formule clairement Olivier lorsqu'il dit que l'âme sent et par là sait quel est le principe et le sujet de ses actes. Alors, ce principe général de l'attributivisme implique que cette position philosophique, l'attributivisme étoile, ne soit pas une simple manière de décrire ou de modéliser de l'extérieur, observationnellement, ce que fait l'âme ou l'homme en pensant, mais PGA suppose que l'attributivisme corresponde à la structure consciente même de l'activité mentale. Autrement dit, que notre activité mentale vécue comme telle en première personne, susceptible donc de s'énoncer avec le je, eh bien, que cette structure consciente de l'activité mentale soit telle que nous percevions effectivement nos actes comme des attributs du sujet que nous sommes. Il ne s'agit pas seulement de dire que nos actes sont les attributs du sujet que nous sommes, mais il faut dire que nous percevons effectivement nos actes comme des attributs du sujet que nous sommes. Et c'est très exactement ce que soutient Pierre de Jean Aulieu. Voilà les trois thèses attributivistes que soutient Olivier. Nos actes ne sont perçus par nous que comme des prédicats ou des attributs.
actus nostri non apprehenduntur a nobis nisi tamquam predicata vel attributa, ça ne peut pas être plus clair. La perception de mes actes, deuxième thèse, est ordonnée à celle que j'ai préalablement de moi-même comme sujet de ces actes. Donc c'est bien gentil de dire que je perçois mes actes comme des attributs, mais il faut bien qu'ils soient les attributs d'un sujet. Or, et très précisément, ils sont perçus comme des attributs ou des prédicats parce que précisément, auparavant, toujours et toujours déjà, je me suis perçu, je me perçois moi-même comme sujet de ces actes. Donc la perception de soi-même comme sujet est antérieure à la perception de mes actes comme des attributs de ce sujet. Troisième thèse, qui redit plus clairement ce que je viens de vous dire, dans la perception de mes actes, la perception du sujet lui-même, autrement dit moi, est première selon l'ordre naturel des perceptions. Alors c'est, oui, eh bien, il est 31, donc je vais m'arrêter là car je n'ai pas le temps de vous donner la justification détaillée de chacune de ces thèses, ce que nous ferons donc la semaine, non pas prochaine, puisqu'il y a à nouveau un jeudi qui tombe, mais la semaine suivante. L'année prochaine, je ferai cours le mardi, mais c'est peut-être le mardi qu'il y aura des congés à répétition l'année prochaine, je ne crois pas quand même. En fait, voilà, écoutez, je vous remercie.